Un après-midi, en apparence ordinaire, une fillette de 10 ans, disparue en quelques minutes. Aucun cri de détresse, aucun témoin direct, seulement un silence pesant s'abattit sur l'immeuble. Alors que la police commençait son enquête, tous les regards se tournèrent vers un voisin. Une déclaration froide et détachée, prononcée derrière une porte close, glaça le sang de tous, et la vérité révélée derrière cette porte allait à jamais hanter toute la communauté. Purcell, dans l'Oklahoma, est une petite ville paisible de tout juste plus de 5000 habitants. Située à environ une demi-heure de route d'Oklahoma City, c'est le type de communauté où tout le monde se connaît, où l'église occupe une place centrale dans la vie quotidienne et où, l'après-midi, les enfants jouent souvent autour des modestes complexes d'appartements. Dans un humble logement de la 8e avenue, Jamie Rose Bolin est née le 7 août 1995. Fille de Curtis Bolin et de Jennifer Fox, une famille portée par des rêves simples mêlés aux difficultés ordinaires du quotidien. Pourtant, ce nom, seulement 11 ans plus tard, deviendrait une ombre inoubliable, connue dans toute l'Amérique, au cœur d'une tragédie que personne n'aurait pu prévoir. Curtis était un homme honnête, travaillant dans des emplois manuels pour subvenir aux besoins de sa famille. Sa plus grande fierté et sa principale motivation étaient sa petite fille, avec l'espoir de lui offrir une enfance stable et un avenir plus lumineux que celui qu'il avait lui-même connu. Jennifer, jeune mère, aimait également profondément sa fille, mais devait affronter ses propres épreuves et une part de tourment personnel, ce qui la laissait parfois lutter pour garder l'équilibre. Malgré cela, son amour maternel était réel et elle aspirait toujours à assumer pleinement son rôle de mère. En apparence, cette famille ressemblait à tant d'autres familles américaines ordinaires, avec des espoirs simples, des difficultés quotidiennes et des rêves tournés vers demain. Aucun d'eux n'aurait pu imaginer que, derrière ces journées en apparence paisibles, se cachait une tragédie inimaginable, une tragédie qui allait bouleverser à jamais la vie de tous ceux qui y seraient mêlés. Jamie Rose Bolin était une enfant particulière, avec ses cheveux roux éclatants, ses yeux bleus comme des fragments de ciel et ses taches de rousseur parsemant ses joues. Elle incarnait l'innocence de l'enfance. Au sein de sa famille, et on la surnommait affectueusement Copper Top, mais ce qui rendait Jamie inoubliable ne se limitait pas à son apparence singulière. Dans un monde où les enfants peuvent parfois se montrer involontairement durs les uns envers les autres, Jamie se distinguait par sa gentillesse. Une fillette timide, rarement au centre de l'attention, mais toujours prête à ouvrir son cœur, toujours disposée à voir le bien chez les autres. Plus tard, son oncle se souviendra d'elle comme d'une enfant intelligente et douce, qui choisissait toujours de croire au bon côté des gens. Même ses camarades de classe s'accordaient à dire que Jamie ne disait jamais de mal de qui que ce soit. Cette confiance pure, cette manière délicate de regarder le monde, deviendrait plus tard une vulnérabilité dévastatrice. Mais à l'époque, Jamie n'était ce qu'une enfant heureuse, impatiente de découvrir le monde. Lorsqu'elle avait environ 2 ans, ses parents décidèrent de se séparer, un bouleversement majeur pour une enfant si jeune, qui transforma complètement son univers. Après la rupture, sa mère, Jennifer, s'installa à Guthrie, où elle dut affronter ses propres combats, le plus difficile étant une longue lutte contre des problèmes de consommation de substances, dont il lui fallut des années pour retrouver la stabilité. Pendant ce temps, Jamie resta avec son père, Curtis, dans la petite ville de Dibble, en Oklahoma. Curtis, père dévoué, travailla sans relâche pour subvenir aux besoins de sa fille, tout en tentant de combler le vide émotionnel laissé par l'absence de sa mère. Il devint à la fois père et mère après la fin du mariage, portant seul toutes les responsabilités afin d'offrir à Jamie un foyer et une enfance aussi normale que possible. Ce n'est qu'en 2005 que Jennifer parvint enfin à surmonter ses problèmes de consommation de longue durée et à entamer le chemin pour retrouver une place dans la vie de sa fille. Durant cette période, Jamie grandit entourée de l'amour inconditionnel de son père, qui veillait constamment à ce qu'elle se sente protégée et chérie, même si la structure familiale n'était pas complète. Jamie grandit dans les bras d'un père qui donnait tout ce qu'il avait, et cela constitua le socle le plus solide de son enfance. Malgré les difficultés à la maison, Jamie continua de grandir en bonne santé et pleine d'énergie.
À la Pell Middle School, alors qu'elle était en classe de 5e, elle rencontra Brittany, qui devint sa meilleure amie. Leur lien était si fort que Brittany déclara un jour « J'avais l'impression qu'elle était une vraie sœur pour moi ». Elles prenaient le petit déjeuner ensemble chaque matin, discutaient sans arrêt pendant la récréation et rejoignirent même les Girl Scouts ensemble, partageant des secrets d'enfance et des rêves d'avenir. Jamie aimait chanter et danser, inventer ses propres chorégraphies de cheerleading pour les présenter à sa famille, faisait preuve de créativité, appréciait la couture, adorait faire du vélo et rêvait de conduire un jour un quad comme les enfants plus âgés. Par-dessus tout, son plus grand bonheur était de passer du temps avec son père, regarder des films ensemble et, bien souvent, le battre au morpion. Elle commençait tout juste à devenir elle-même, se rappellera plus tard Curtis. En 2005, Curtis et Jamie quittèrent la petite ville de Dibble pour s'installer à Purcell, une autre communauté paisible de l'Oklahoma. Pour eux, cela ressemblait à un nouveau départ. Ils louèrent un appartement à l'étage supérieur du complexe Purcell Park Apartments, sur North 8th Avenue, un espace modeste qui devint pour Jamie un nouveau monde enthousiasmant. Elle était ravie à l'idée d'une nouvelle maison, d'une nouvelle école et de nouvelles occasions de se faire des amis. Tout semblait s'ouvrir sur un chapitre plus lumineux pour le père et la fille. Mais ce que personne ne savait, ce que personne n'aurait pu imaginer, c'est que dans ce même complexe, juste en face, au rez-de-chaussée, vivait depuis plus d'1 an et demi une personne porteuse de pensées profondément inquiétantes. Kevin Ray Underwood, pas âgé de 26 ans, avait les cheveux roux comme Jamie, mais toute ressemblance s'arrêtait là. Si Jamie incarnait la lumière, la chaleur et la joie de l'enfance, Kevin ressemblait à une ombre, silencieuse et sombre. Il avait très peu d'amis et menait une vie recluse, passant la majeure partie de son temps dans son petit appartement en compagnie de sa souris domestique nommée Freya. Au lieu de créer des liens dans la vie réelle, il s'enfonçait dans le monde en ligne, où des pensées de plus en plus déformées et troublantes prenaient forme en lui. Le jour, Kevin travaillait dans une épicerie locale, mais même là, son comportement inhabituel ne passait pas inaperçu. Des collègues se souvenaient qu'il faisait souvent des remarques étranges qui mettaient les autres mal à l'aise, au point qu'il lui avait donné le surnom de Zombie Kevin. Pour beaucoup, il ne semblait être qu'un homme étrange et maladroit. Pourtant, peu de gens savaient que derrière cette apparence discrète se cachaient des pensées préoccupantes que personne n'aurait pu anticiper. Ce qui inquiétait le plus les témoins, c'était le jour où Kevin désigna une cliente et prononça une phrase vague. Je me demande comment elle serait si un commentaire confus et inapproprié qui alarma ses collègues, même si leur inquiétude ne dépassa jamais un simple malaise et qu'aucun signalement ne fut fait aux autorités. Des voisins avaient également remarqué Kevin debout, silencieux, sur son porche, observant les enfants jouer dehors, mais comme il ne commettait aucun acte directement nuisible, ce comportement fut perçu comme une excentricité inoffensive. Personne n'aurait pu imaginer que derrière ce regard distant se développait un danger grandissant et profondément inquiétant. Une obscurité en expansion au cœur même de ce complexe d'appartements pourtant paisible. Dans la vie réelle, Kevin n'était qu'un individu discret et marginalisé. Sur Internet, en revanche, il devenait une toute autre personne. Il y tenait un blog personnel où apparaissaient parfois des signes alarmants. Dans l'un de ses messages, il admettait ouvertement « J'ai vraiment besoin d'une petite amie. Mes fantasmes deviennent de plus en plus malsains et préoccupants. Et si quelqu'un savait ce que je pense, on me demanderait probablement de subir une évaluation de sécurité. » Pendant près de 10 ans, Kevin entretint une relation en ligne avec une femme vivante en Californie, un rare fil le reliant au monde extérieur, mais lorsqu'elle refusa de le rencontrer en personne, il sombra dans un profond effondrement émotionnel. À partir de ce moment-là, les pensées négatives et instables qu'il habitait s'intensifièrent plus que jamais. Son activité en ligne prit alors une tournure plus sombre et plus dérangeante. Privé de tout lien réel, Kevin s'enfonça davantage dans les recoins obscurs d'Internet où circulaient des contenus sensibles et inappropriés susceptibles d'attirer une attention prudente. Au fil de ces échanges, il révéla progressivement des pensées susceptibles d'avoir des conséquences préoccupantes. En janvier 2006,
Il écrivit des propos qui constituaient indirectement un avertissement quant à la sécurité d'autrui, reconnaissant être attiré par des pensées incontrôlées et des scénarios négatifs. Il admit avoir consulté, à un niveau restreint, des images liées à des affaires sensibles et être devenu dépendant de contenus pour adultes de manière inappropriée, ce qui rendait son monde intérieur de plus en plus instable et déséquilibré. Malgré sa nature réservée, Kevin tenta tout de même d'entrer en contact et de communiquer avec sa jeune voisine. Jamie était timide, mais avec l'innocence propre à l'enfance, elle croyait facilement à la bonté des autres. Il arrivait que Kevin sorte de son appartement avec sa souris domestique, Freya, posée sur son épaule, une scène singulière qui éveillait la curiosité et l'émerveillement de Jamie. Peu à peu, elle se sentit suffisamment en confiance pour caresser le petit animal et discuter avec lui. Là même, dans l'allée entre les bâtiments, ces brèves conversations devinrent une habitude et à quelques reprises, Jamie entra même dans l'appartement de Kevin, malgré les avertissements vraiment répétés de son père, lui demandant de ne jamais pénétrer chez un inconnu. Vers la fin du mois de mars, Kevin était assis seul dans son appartement, la porte d'entrée légèrement entr'ouverte. Lorsque Jamie passa par hasard, remarqua qu'elle n'était pas complètement fermée et entra, demandant poliment si elle pouvait caresser Freya. Ils regardèrent des dessins animés, un court instant, échangèrent quelques mots, puis Jamie repartit, sans se rendre compte qu'il s'agissait là d'un signe discret de danger potentiel, un détail qui aurait pu susciter l'inquiétude. Quant à ce qui allait suivre, le 11 avril, Curtis, le père de Jamie, demanda à sa fille de descendre, utiliser le téléphone public du complexe pour commander une pizza, car ils n'avaient pas de téléphone dans leur appartement, une tâche banale et ordinaire qui semblait insignifiante, mais qui ouvrit involontairement une opportunité à ce voisin dont les pensées devenaient de plus en plus instables et qui se trouvait à proximité. Kevin proposa immédiatement à Jamie d'utiliser son téléphone. Lui faisant confiance, elle entra dans son appartement, mais craignit ensuite que son père ne la gronde. Jamie prit alors le téléphone sans fil et sortit dans le couloir pour passer la commande. Tout se termina paisiblement, sans le moindre signe inhabituel. Peut-être que, dans son esprit d'enfant, Jamie pensa simplement que son père était trop strict sur les règles de sécurité, ignorant totalement que cette confiance apparemment inoffensive la rendait plus vulnérable à une situation bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Le 12 avril 2006, Jamie se réveilla comme chaque matin, enfila un t-shirt rose et partit à l'école, enthousiaste à l'idée de revoir sa mère, Jennifer. Dans quelques jours, un week-end de chasse aux œufs de Pâques était prévu, un événement qu'elle attendait avec toute l'innocence de l'enfance. Sa meilleure amie, Brittany, se souviendra plus tard qu'au cours de la 6e période, elle discutait encore joyeusement et que Jamie paraissait réellement heureuse. Personne, dans cette petite salle de classe, ne pouvait savoir que ces instants seraient les derniers moments ordinaires de Jamie Rose, une fillette de 10 ans aux yeux bleus vifs, qui commençait à peine à goûter à la douceur de l'enfance. La journée de travail de Curtis se terminait habituellement après la sortie des classes, et Jamie avait l'habitude de passer seule quelques heures l'après-midi. Ce jour-là, après l'école, elle fit un arrêt à la bibliothèque municipale, resta un moment avec une amie, puis prit le chemin du retour. En arrivant à l'appartement, Jamie se rendit compte qu'elle avait oublié sa clé à l'école. Elle repartit aussitôt à vélo, récupéra la clé et revint rapidement. Il faisait très chaud ce jour-là, et après le long trajet, Jamie transpirait abondamment. Elle monta à l'étage, se changea pour enfiler un t-shirt vert plus léger, puis redescendit de nouveau. Kevin avait passé des mois à préparer un acte profondément troublant qu'il nourrissait en secret, dissimulant divers objets suspects dans son petit appartement, ainsi qu'un grand contenant en plastique, organisant chaque élément comme les pièces d'un plan sombre, chaque détail étant calculé pour servir ses pensées déformées. Puis, le moment qu'il attendait arriva. Devant lui se tenait Jamie, la petite fille timide aux cheveux roux éclatants et aux yeux bleus clairs. Et il lui suffit d'esquisser un sourire et de dire doucement « Salut Jamie, tu veux entrer voir la souris Freya ?» Cette porte apparemment anodine, cette invitation innocente, marqua le début d'une tragédie que personne n'aurait pu prévoir.
ouvrant la voie à une épreuve qui causerait des dommages durables et bouleverserait à jamais la vie de tous ceux qui aimaient la petite fille aux cheveux cuivrés. Jamie entra dans l'appartement de Kevin sans hésitation, ne voyant en lui qu'un voisin familier, apparemment gentil, qui n'avait jusque-là jamais suscité la méfiance. Elle s'assit sur le sol près de la cage de la souris pendant que Kevin allumait le dessin animé Bob l'éponge, et ils regardèrent la télévision ensemble, échangeant quelques mots à propos des scènes amusantes à l'écran. Mais derrière ce moment ordinaire, dans l'esprit de Kevin, se déroulait une lutte intérieure terrible. Pendant environ 15 minutes, il se débattit avec lui-même, hésitant à transformer ses pensées déformées en actes concrets. Puis, dans la froideur d'une décision arrêtée, il balaya la pièce du regard, choisit un objet lourd, convaincu que la manière la plus rapide était de rendre l'enfant momentanément incapable de se contrôler avant d'imposer une situation non désirée. Les 5 minutes suivantes devinrent la période la plus sombre de sa vie. Kevin tenait l'objet lourd, le soulevant puis l'abaissant à plusieurs reprises, comme s'il luttait contre les derniers vestiges de son humanité. Finalement, ce combat prit fin lorsqu'il choisit de tout abandonner et de provoquer un impact suffisamment fort pour désorienter Jamie. Cependant, l'action ne se déroula pas comme dans les scénarios déformés qu'il avait imaginés, car Jamie ne devint pas immédiatement inerte. Au contraire, elle se releva en panique, et les premiers mots qui sortirent de sa bouche furent « Je suis désolé », un détail que Kevin reconnaîtra plus tard l'avoir hantée à jamais. Une enfant tremblante, suppliant dans une peur pure, s'excusant alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Jamie paniqua et tenta de s'enfuir, mais Kevin provoqua un nouvel impact saisissant et la fillette s'écria « Oh mon Dieu, pardonne-moi !» puis supplia en larmes « Laisse-moi partir, je te promets que je ne dirai rien. » Un moment où une enfant de 10 ans tenta désespérément de se protéger d'une manière que seuls des parents peuvent réellement comprendre. Kevin ne s'arrêta pas, continuant à provoquer des impacts suffisamment violents pour l'affaiblir, altérant sa capacité à résister durant plusieurs instants, tandis qu'elle luttait encore avec acharnement, refusant d'abandonner sa volonté de vivre. Finalement, il laissa tomber l'objet au sol, se projeta par derrière et la maintint fermement afin de restreindre ses mouvements. Sa main couvrant partiellement son visage et exerçant une pression suffisante pour entraver temporairement sa respiration. Kevin pensa que tout était terminé lorsqu'elle s'affaiblit et que ses réactions ralentirent. Pourtant, quelques instants plus tard, Jamie tenta encore d'atteindre une boîte à outils à proximité, une ultime étincelle d'espoir dans son combat pour retrouver la sécurité. Kevin dut plaquer Jamie au sol une fois de plus, cette fois-ci le corps de la petite fille perdit progressivement ses réflexes temporaires et il continua à la maintenir fermement pendant plusieurs minutes. Pensant que tout était terminé, il la retourna sur le dos pour s'en assurer, mais environ 30 secondes plus tard, une respiration faible reprit, pris de panique. Kevin répéta alors l'action qui provoquait une obstruction temporaire de la respiration. Après l'avoir maintenue ainsi pendant environ 5 minutes, Jamie redevint à nouveau inerte. Pour ne laisser place à aucun doute, il prit du ruban adhésif et recouvrit la zone de la bouche et du nez, d'une manière qui limitait sévèrement sa capacité à respirer. Ce n'est qu'alors que Jamie Rose Bolin, la fillette de 10 ans aux cheveux roux éclatants et au sourire innocent, quitta ce monde dans des circonstances déchirantes, à l'exact opposé de la vie lumineuse et colorée qu'elle avait connue. L'histoire de Jamie est si douloureuse que personne ne souhaiterait jamais qu'elle se répète. Mais c'est précisément pour cette raison qu'il est essentiel de se rappeler que les personnes susceptibles de représenter un danger ne se trouvent pas toujours loin, elles peuvent vivre dans le même quartier, derrière la porte d'un voisin qui semble inoffensif. Si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, partagez-la, car un simple partage peut aider quelqu'un à reconnaître des signaux d'alerte et à apprendre comment protéger ses enfants. Nous ne pouvons pas permettre qu'un autre enfant soit perdu de la même manière déchirante que Jamie Rose Bolin. Mais le cauchemar de Jamie ne s'arrêta pas là. Kevin traîna son petit corps jusque dans la chambre, tentant de le dissimuler au regard indiscret, puis sortit, prit le vélo de Jamie et le plaça dans le placard. Comme une couche supplémentaire de dissimulation, lorsqu'il revint, il se rendit compte que le corps se trouvait dans une position qui ne correspondait pas.
à ce qu'il avait imaginé. Dans son plan initial, il avait envisagé de commettre des actes profondément déviants à un niveau alarmant, alors que la victime était encore en vie, révélant une intention gravement fautive qu'il avait conçue à l'avance. Il décida donc de déplacer le corps de Jamie vers la salle de bain. Dans son esprit, tout semblait simple, comme s'il pouvait contrôler la situation de bout en bout, mais la réalité fut tout autre. Face à ce petit corps qui ne réagissait plus, même ce poids pourtant léger devint écrasant pour lui. Cette scène mit en évidence la déformation extrême de ses pensées, tout en révélant l'instabilité profondément troublante de sa véritable nature. Kevin parvint finalement, après une lutte difficile, à hisser le petit corps de Jamie sur le rebord de la baignoire. Il utilisa un élastique pour maintenir le corps en place, puis entreprit des actes nuisibles, à un niveau profondément préoccupant à l'aide d'un couteau décoratif, des gestes qui ne provoquèrent pas de séparation des tissus, mais laissèrent des traces alarmantes, révélant une intention déformée entretenue de longue date dans son esprit. Dans un état de confusion, il tenta de recueillir certains fluides à l'aide d'un bol blanc, une opération nécessitant de la prudence. Cependant, au lieu de se dérouler comme il l'avait imaginé, la majeure partie se répandit autour, créant une scène chaotique qui mit en évidence l'ampleur de son instabilité mentale, plus déchirant encore. Kevin poursuivit des actions physiques interdites alors même que la victime ne présentait plus de réaction, un comportement cruel et profondément déviant, révélateur d'un état psychologique dangereux. Après avoir laissé le corps de Jamie dans la salle de bain, Kevin se tourna vers son ordinateur habituel et, vers 16h08, engagea une conversation en ligne avec la femme de Californie avec laquelle il correspondait depuis des années. Dans leurs échanges, il ne mentionna rien de ce qui venait de se produire. Au contraire, elle eut même l'impression qu'il paraissait étrangement soulagé, comme si un poids avait été levé. Au cours de cette conversation, Kevin supprima discrètement de nombreux fichiers sur son ordinateur, y compris des contenus ne respectant pas les normes de sécurité et des dossiers liés au plan nuisible préparé à l'avance. Dans une tentative désespérée de dissimulation, alors qu'à quelques pas derrière lui, l'appartement renfermait encore le secret le plus dévastateur de la vie de Jamie Rose Boleyn. Peu avant 17h, Kevin aperçut Curtis, le père de Jamie, rentrer chez lui après sa journée de travail. Depuis la fenêtre de son appartement, il observa Curtis parcourir le complexe en appelant désespérément le nom de sa fille. Ne trouvant aucune trace d'elle à proximité, Curtis se précipita vers son camion et poursuivit ses recherches ailleurs. Pendant ce temps, à l'intérieur de son propre appartement, Kevin tenta de déplacer le petit corps de Jamie de la salle de bain vers le lit. Mais le corps présentait encore des écoulements sensibles et des signes de dommages graves et inhabituels. Craignant qu'une odeur ne se répande dans le couloir et n'attire l'attention, il alluma rapidement de l'encens pour masquer l'odeur. Un geste révélant un calcul froid mêlé de peur. Conscient que tout pouvait être découvert à tout instant, vers 18h, lorsque le gestionnaire de l'immeuble, Tim, frappa à la porte en compagnie de Curtis. Kevin ferma précipitamment la porte de la salle de bain, ajusta ses vêtements et sortit en feignant le calme. Il admettra plus tard aux enquêteurs que son objectif, à cet instant, était d'induire Curtis en erreur afin qu'il ne soupçonne pas que la disparition de sa fille puisse avoir le moindre lien avec lui. Kevin alla même jusqu'à marcher dehors avec les autres, prétendant participer avec anxiété aux recherches de Jamie, maintenant cette façade jusqu'au alentour de 20h, avant d'invoquer la fatigue et une journée de travail matinale comme prétexte pour se retirer chez lui. De retour dans l'appartement, Kevin tenta une nouvelle fois de déplacer le corps de Jamie, mais se heurta encore à la dure réalité. Rien ne ressemblait au scénario qu'il avait construit dans son esprit. Dans des déclarations ultérieures, il reconnut que la déception s'était rapidement transformée en dégoût et en confusion face à ce qu'il avait fait. Il affirma que le regret commença alors à émerger. Mais à ce stade, rien ne pouvait plus être réparé. Après de longues heures de lutte, Kevin étendit une bâche et y plaça le petit corps de Jamie. Il l'enveloppa étroitement, ajouta plusieurs couches de sacs poubelles noirs pour le dissimuler, puis glissa l'ensemble dans un grand conteneur en plastique gris, accompagné de vêtements et d'une serviette afin de réduire toute trace restante. Une fois le conteneur scellé avec du ruban adhésif,
Il le tira profondément à l'intérieur du placard, convaincu que personne ne le découvrirait. Ne s'arrêtant pas là, Kevin démonta également le vélo familier de Jamie, celui que Curtis et tous pensaient qu'elle utilisait encore quelque part, et dissimula les pièces sous le lit et dans un grand sac de sport. Dans une tentative désespérée d'effacer toute trace liée à elle, le lendemain matin, la famille de Curtis attendait avec angoisse le long de l'allée devant le complexe d'appartements, espérant la moindre nouvelle concernant Jamie, tendue et inquiète, mais s'accrochant à l'espoir fragile de la voir revenir saine et sauve. Pendant ce temps, Kevin sortit à plusieurs reprises, s'approcha de Curtis et de ses proches et feignit de partager leur inquiétude, prononçant des paroles compatissantes et se tenant parmi eux comme un voisin innocent. Pourtant, personne ne savait qu'à quelques pas de là, dans son placard, demeurait caché le secret le plus dévastateur. À mesure que le temps passait sans aucun signe de Jamie, l'angoisse de la communauté grandissait. Et le jeudi soir, la police décida de diffuser une alerte Amber, élargissant le périmètre des recherches. Peu après, le FBI rejoignit officiellement l'enquête, marquant une nouvelle phase, tendue, urgente et résolue à faire éclater la vérité. Le vendredi, alors que presque tout espoir de retrouver Jamie s'était évanoui, le FBI décida d'intensifier l'enquête. 4 points de contrôle furent installés sur les principales routes menant au complexe d'appartements, où chaque véhicule était arrêté et minutieusement inspecté. Cet après-midi-là, le père de Kevin le ramena chez lui après son service, et à l'un de ces points de contrôle, l'agent spécial du FBI, Craig Overby, leur demanda de s'arrêter. Lorsqu'il apprit que Kevin était le voisin vivant juste à côté de Jamie, Overby en prit immédiatement note et invita Kevin à monter dans le véhicule de patrouille pour un entretien privé. En quelques minutes seulement, l'agent sentit clairement que Kevin en savait plus qu'il ne le laissait entendre. Ce qui retint particulièrement l'attention d'Overby fut le moment où Kevin mentionna un détail issu de l'alerte Amber. L'annonce officielle indiquait que Jamie portait un t-shirt rose au moment de sa disparition. Pourtant, Kevin affirma l'avoir vu cet après-midi-là faire du vélo vêtu d'un t-shirt vert. C'était un détail minime, mais pour un enquêteur expérimenté, il ne pouvait être ignoré. Pour savoir que Jamie avait changé de vêtements, Kevin devait nécessairement faire partie des dernières personnes à l'avoir vu en vie. Ce simple fait suffisait, pour un agent chevronné comme Craig Overby, à déclencher un sérieux signal d'alarme. Overby rassura Kevin en lui précisant qu'il n'était pas en état d'arrestation, tout en soulignant qu'il était un témoin extrêmement important, et lui demanda calmement s'il accepterait de se rendre au commissariat pour fournir une déclaration plus détaillée. Kevin accepta et monta dans le véhicule de l'agent, s'efforçant de conserver une apparence calme. Dans la salle d'interrogatoire, il répéta à plusieurs reprises qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de Jamie, se présentant comme un simple voisin qu'il avait aperçu par hasard. Mais pour les enquêteurs, chaque dénégation ne faisait que confirmer une chose. Kevin savait bien plus qu'il n'était prêt à l'admettre. Après environ 1 heure d'entretien, l'agent spécial Craig Overby raccompagna Kevin à l'appartement. Il lui demanda calmement s'il pouvait entrer pour un rapide coup d'œil, une démarche de routine destinée à écarter toute suspicion. Et Kevin acquiesça, paraissant coopératif. Dès leur entrée, les agents remarquèrent immédiatement la salle de bain, où des taches assombries étaient visibles sur la baignoire en porcelaine blanche. Ne laissant rien au hasard, ils poursuivirent leur inspection de l'appartement. Dans la chambre, à l'angle du placard, un grand conteneur en plastique gris attira leur attention, scellé par plusieurs couches de rubans adhésifs, volumineux et inhabituels. Il devint aussitôt le centre de leurs soupçons, la pièce entière semblant s'enfoncer dans un silence pesant, comme si la vérité la plus terrifiante attendait à l'intérieur. Lorsque l'agent demanda ce que contenait le conteneur, Kevin répondit calmement qu'il ne s'agissait que de bandes dessinées et que le ruban servait simplement à les protéger de l'humidité. Mais cette explication ne convainquit personne. Un agent s'agenouilla, souleva délicatement un coin du ruban adhésif et ouvrit le couvercle, apercevant immédiatement un t-shirt vert, du même type que celui que Jamie portait le jour de sa disparition. Lorsque l'agent indiqua qu'il voyait des vêtements à l'intérieur, Kevin ne put plus dissimuler la vérité et lâcha « Arrêtez-moi ».
À cet instant, l'atmosphère devint lourde. L'agent Overby posa alors la question de manière directe. « Où est-ce la fillette ?» La réponse, froide, tomba aussitôt. « Elle est là-dedans, je l'ai cachée, et je lui ai fait subir un acte gravement répréhensible. » Lorsque le conteneur fut entièrement ouvert, la vérité déchirante apparut. Sous la couche de vêtements se trouvaient des éléments liés à l'affaire sensible entourant la disparition de Jamie Rose Bollin. Une petite communauté, jusque-là connue pour ses journées paisibles, se retrouvait confrontée à l'un des dossiers les plus tragiques de l'histoire de l'Oklahoma. Immédiatement après avoir été placé en détention, Kevin demanda à s'entretenir de nouveau avec l'agent Overby. Pendant des heures, il commença à relater ce qu'il avait préparé et ce qui s'était réellement produit. Cet aveu devint rapidement une déclaration qui retint fortement l'attention des enquêteurs et marqua durablement les annales des affaires criminelles aux États-Unis. Rien de bon comme un bon, vous savez, grand verre de glace, de lait et elle, vous savez, a un peu discuté pendant 1 minute, puis a demandé à entrer et revoir Mourad. Et elle s'est simplement assise là, par terre. Elle regardait mon rat. Et à peu près la seule télévision que je regarde, ce sont des dessins animés, Cartoon Network et Nickelodeon. Et c'était SpongeBob. Et donc elle était assise là à regarder ça. Puis nous parlions de l'émission. Et elle était dans mon appartement probablement 15 bonnes minutes. Et après qu'elle ait été là quelques minutes, vous savez, quand elle est entrée au début, je me suis dit « Oh, c'était ma chance !» Mais, vous savez, ensuite j'ai dû me dire « Non, je ne peux pas le faire ». Et je me suis en quelque sorte débattu avec moi-même pendant tout le temps où elle était là. Et c'était en partie parce que vous savez, je ne peux pas faire ça, je ne veux pas le faire. Mais, et vous savez, je veux faire ça. Et il y avait un peu de peur comme, si je fais ça, je pourrais me faire attraper. Oui, je veux dire, oui, c'était la partie la plus difficile aussi, mais enfin, et puis j'avais tout le matériel posé là, sur ce, vous savez, meuble de divertissement juste à côté de ma porte. J'avais, vous savez, depuis le mois dernier, un morceau de ruban adhésif collé là. Donc, vous savez, je pouvais simplement attraper et faire glisser le ruban sur leur bouche et aussi les menottes posées là sur l'étagère. Donc, vous savez, je pouvais entrer et le maîtriser en espérant à ce moment-là, oui, ou autre chose. Et aussi, c'était seulement 2 ou 3 nuits avant cela, j'avais, vous savez, soudainement pensé à... Et c'était surtout quelque chose que j'avais réservé au cas où j'attraperais un adulte pour le maîtriser en essayant de trouver quelque chose de lourd avec lequel je pourrais, je l'espérais. Maintenant, pour revenir au plan, vous aviez les menottes avec du ruban adhésif. Oui, c'est ce que j'allais faire. Et vous savez, je me disais, je suis là-dedans, le maîtriser. Et si c'était un enfant, j'allais simplement les faire s'asseoir là et regarder de la pornographie. Et ensuite, j'allais avoir des relations sexuelles avec eux. Et puis, vous savez, essayer d'en faire quelque chose de progressif, enlever la pornographie et rendre ça volontaire. J'espérais un peu que ça arrive, mais vous pensiez que ça n'arriverait probablement pas. Donc vous dites que vous devriez en faire un 4e ? Oui, très probablement. D'accord. Et ensuite, vous savez, après les relations sexuelles, ça devenait assez violent. Je commencerai une sorte de torture et des choses comme ça. Comment parleriez-vous dans vos fantasmes ? Que feriez-vous ? Introduire de gros objets dans leur anus, provoquant la douleur de cette manière. J'avais des brochettes à peau longues, des pics à barbecue. Je pensais les piquer à travers les joues. J'en ai dans ce sac. Et il y a aussi une main de poupée Barbie que j'ai trouvée par terre il y a un moment et dans laquelle j'ai planté des aiguilles. Cela illustre en quelque sorte ce qu'il y avait dans mon fantasme. Il y avait comme des aiguilles dans ses joues et des clous dans ses yeux. Mais je ne faisais pas ça parce que Et la torture a été ajoutée assez tard. Parce qu'au début, je voulais que le corps soit à peu près intact. Parce que ce que j'allais faire après, c'était que pendant qu'ils étaient encore immobiles et bâillonnés, j'allais les draper au-dessus de la baignoire et leur couper la tête, puis les suspendre là et laisser le corps se vider, s'écouler, et j'allais garder le corps pendant quelques jours. J'allais poser la tête sur mon bureau pour qu'elle puisse, comme, me regarder et, vous savez,
garder le cadavre dans mon lit, dormir avec sans avoir de relations sexuelles avec pendant 1 jour ou 2, et ensuite j'allais commencer à les dépecer, cuisiner, couper la tête, peut-être les cuire, et alors ensuite, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous pu continuer à partir de là ? Eh bien, ensuite, ça passait à, vous savez, se débarrasser du corps, j'allais probablement garder le crâne, mais ensuite, vous savez, j'allais à peu près tout manger sauf certains organes et je pensais que je pouvais, vous savez, mettre ça dans un sac poubelle et probablement jeter sans trop de risque de me faire attraper. Et donc, en gros, tout ce qui resterait serait des os et j'allais essayer de casser les os en morceaux pour qu'ils soient moins visibles et, vous savez, les jeter dans un fossé quelque part. D'accord ? Quoi qu'il en soit, elle est descendue et était encore, vous savez, elle était là. Il n'y a rien quand c'est aussi dur. Alors j'ai juste mis ma main là où vous étiez derrière, où vous cherchez votre... aviez-vous par terre ? Non, j'ai dit qu'elle s'était levée et essayait de courir et je l'ai attrapée par derrière. Je la serrais en quelque sorte contre moi, la main sur la bouche. Et non, et finalement, vous savez, après qu'elle ait commencé à faiblir et... Enfin, on a marché un peu pour rentrer à la maison. J'ai de sacrées brûlures de moquette sur les genoux. J'ai dit qu'elle avait levé la main. C'est juste pour que je comprenne. Voyons voir. C'était ta jambe droite. Tu sais que certaines d'entre elles, mais celle-ci était la pire. Tu portais un short et... Oui. Tu me dis que ça vient de l'incident avec... Oui. D'accord. Parce que tu es vieux ? Oui. À cause de ta lutte avec elle au sol, parce que, oui, une fois que je l'ai enfin mise à terre, au sol, quand on l'a eue, oui, enfin, on a lutté. Il m'a fallu probablement 15-20 minutes pour la tuer et pour qu'elle soit complètement morte. Parce que même après avoir fui, je me suis débattu avec elle pendant 1 minute avant de finalement la mettre à terre sur le ventre et j'étais assis sur son dos, tu sais, la bouche sur son visage. Oui, j'étais assis sur ses fesses et je lui mettais le bec dans la bouche et le mieux que j'avais sous la main, c'était une planche à découper en bois assez lourde dans la cuisine. Elle était posée sur le meuble télé à ce moment-là. Et après qu'elle soit restée là quelques minutes, je lui ai dit dans quelque sorte « Prépare-toi, bah, comme ça. » Bim, elle sort juste là. Ouais, genre, me tirer par le bras et lui asséner un coup sur la tête, bien... Mais je n'avais pas prévu de faire ça quand j'étais gamin, parce que si c'était un enfant, comme je l'ai dit, je voulais qu'il reste conscient et qu'il regarde le tribunal. Mais même si, en quelque sorte, vous savez, pendant qu'ils regardaient le porno, vous savez, selon leur âge, je leur expliquais ce qui se passait, vous savez, genre, eh bien, c'est du sexe, vous savez, le mec fait ça normalement, il ne le fait pas, vous savez, ça s'appelle un orgasme, vous savez. Un peu comme lui apprendre ça. Et j'espérais qu'ils aient envie d'essayer eux-mêmes. Un truc comme ça. Mais bref, ensuite, vous savez, alors, une fois qu'elle est entrée, j'étais plutôt, vous savez, avec des regrets et des peurs. Et je me suis dit, vous savez, je ferais mieux de l'assommer, vous savez, l'assommer encore une fois et de la retenir pendant qu'elle est inconsciente. Ah, tu vas la déshabiller et tout le reste pendant qu'elle est inconsciente. Et je ne vais même pas m'embêter avec le porno, je vais juste... Tu as frappé. Alors, après quelques minutes, je me suis faufilé derrière elle et je suis resté là, à la regarder, à lui parler. On regardait l'émission et j'étais en pleine crise existentielle. J'ai attrapé la planche à découper, je l'ai prise, puis je l'ai posée sur le canapé. Je n'arrivais pas à me décider. Pendant 5 minutes, j'ai hésité, je la reprenais, je la reposais. Et finalement, je me suis dit, soit je le fais, soit je lui dis de dégager. Et finalement, je l'ai fait. Dès que je t'ai frappé, ou qu'est-ce qu'elle a dit ? C'est toi et moi. Depuis, elle se met à crier. Je suis désolé. Je me suis dit, pourquoi elle s'excuse ? Elle n'a rien dit. J'ai fait quelque chose de mal. C'est moi qui devrais m'excuser. Elle, tu sais pourquoi ? Tu sais ce qu'elle a dit ? Elle a sursauté. Elle criait, mon Dieu, je suis désolé. Et tu sais que tu vas me laisser partir. Je ne lui dirai rien. Et tu sais... Enfin, après l'avoir frappée plusieurs fois, j'ai finalement dû sauter et la rattraper. Et elle était... je n'arrivais pas à croire à sa force. Elle tenait à peine.
j'ai finalement réussi à la faire tomber, je veux dire. Vous savez, je ne voulais pas l'étrangler parce que, comme je l'ai dit, je voulais que son corps soit quasiment parfait, donc je ne voulais pas laisser de marque autour de son cou ou quoi que ce soit. Et tu lui as couvert la bouche? Ouais, en quelque sorte assis sur elle, pas vraiment de tout mon poids, tu vois, plutôt à genoux, un peu de mon poids sur son ventre pour la maintenir. Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Ouais, au moment où j'ai commencé à la tuer, tu sais, mon slip, donc, tu sais, quand tu es excité, tu commences à, tu sais, avoir des fuites d'huile, des éjaculations assez importantes. Mon slip était pratiquement trempé au moment où elle a eu, même avant qu'elle soit complètement... Tu me dis que tu as ressenti une satisfaction sexuelle pendant cette lutte, à peu près, et toi, non. Je savais que je n'avais pas eu d'orgasme, mais j'étais toi, très. Tu te préparais pour ça? Ouais, et ouais. Je restais là, derrière elle, à me demander si je devais la tuer ou non, tu vois, à essayer d'interagir. Bref, ouais, elle était toujours là. Enfin, une fois qu'elle allait été neutralisée, elle m'a presque échappé de ma prise et elle a fini, ouais, sur le ventre à un moment donné, ouais. Elle a fini sur le ventre parce que je me souviens, il y a une boîte à outils posée là, au bord. Ouais, je l'ai vue et tu sais, c'était un peu comme son dernier moment. Elle a dû commencer à chercher quelque chose, à attraper des trucs, et elle a peut-être ouvert cette boîte à outils et puis elle est tombée. Et je suis resté allongé là sur elle pendant quelques minutes, encore quelques minutes, pour être sûr qu'elle ait été morte. Elle bougeait encore de temps en temps parce que, tu sais, je me suis dit qu'elle pouvait encore bouger un peu, et parfois, ses doigts... Ma prise a glissé un peu, alors je suis resté là un moment, et j'ai finalement été sûr qu'elle était morte. Je l'ai retournée, et puis, environ 30 secondes plus tard, elle a repris son souffle, j'ai dû me jeter sur elle et recommencer, et ça a probablement pris plusieurs minutes de plus. Ce n'était probablement pas aussi long que ça en avait l'air, mais j'ai eu l'impression que ça a duré encore 5 minutes, puis finalement, quand elle a été... Je suis presque sûr qu'elle était de nouveau morte. J'ai sauté sur mes pieds, j'ai attrapé le ruban adhésif et je l'ai mis sur sa bouche et son nez parce que je commençais à être fatigué. J'avais mal au bras à force de me taire. Alors, comment ça se passe? Là-haut, par-dessus, vous savez, par-dessus le bord, elle était sortie du dessus. Vous savez, comme sa tête, vous savez, par-dessus le bord, je suis entré dans la baignoire et j'ai, vous savez, en quelque sorte... J'ai mis un élastique dans ses cheveux pour qu'il ne me gêne pas parce que je ne voulais même pas. Je me suis dit, je veux que le corps soit parfait et propre. Je ne voulais pas que du sang se mélange à ses cheveux, alors j'ai dû les laver et tout. Et alors j'ai vu son cou. Ciao. Je n'arrivais pas à croire la quantité de sang dont notre sang s'est sorti d'une petite fille. C'était déjà tout coagulé et tout allait s'écouler dans ses égouts. J'avais un bol, une grosse boule blanche, elle est dans la cuisine, au micro-ondes. Je voulais récupérer le projet. Toi, j'avais envie d'y goûter, probablement pour y goûter. Mais quand ça a commencé à sortir, tu sais, c'était assez difficile de le faire aller où je voulais. Et j'ai dit que c'était déjà tout sombre, silencieux et dégoûtant. Bref, alors, d'accord, tu as eu du mal à coudre ou... oh oui. C'est, tu sais, j'essayais de comprendre où j'en étais, ouais. J'y suis allé, tu sais, mon Dieu, je crois, jusqu'à sa colonne vertébrale. Je n'arrivais pas à tenir le coup. J'étais complètement épuisé à la fin. Et comme je l'ai dit, tu sais, dès que je l'ai touché, tu sais, j'ai regretté de ne pas avoir commencé. Mais tu sais, dès que je l'ai entendu la première fois, je me suis dit, oh non, c'est trop tard pour s'arrêter maintenant, ouais. C'est de ma faute si j'ai fait ça, tu vois. Et puis j'ai dit, tu sais, j'étais dégoûté au début. Mais une fois que j'étais bien à plat ventre sur elle, en train de l'étrangler, j'ai commencé à être excité. Mais à ce moment-là, j'étais juste dégoûté de voir ce carnage. Et comme je n'arrivais même pas à contenir le sang dans la baignoire, il l'a brûlé et a coulé sur le sol. Et je me suis dit, tu vois, à ce moment-là, je vais juste nettoyer ce bordel et sortir le corps d'ici. Et je vais coucher avec elle parce que j'étais déjà très perturbé. Tu sais, je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça.
J'aurais aimé ne pas l'avoir fait. Tu sais, j'aimerais pouvoir revenir en arrière. Lorsque l'identité de l'auteur des faits a été rendue publique et que les aveux troublants de Kevin Underwood ont été révélés, toute la ville de Purcell a été submergée par une profonde indignation. Les habitants n'arrivaient pas à croire que celui qui les saluait autrefois et observait silencieusement les enfants jouer depuis le seuil de sa porte était la même personne qui, en secret, avait nourri pendant des mois des pensées gravement déformées. De nombreux parents ont exprimé ouvertement leur sentiment de culpabilité de ne pas avoir prêté davantage attention plus tôt au comportement étrange de Kevin, et des voisins se sont souvenus en larmes de l'avoir vu souvent rester immobile sur son porche à regarder les enfants, déclarant « Oh, nous aurions dû poser plus de questions ». Dans sa confession de plusieurs heures, Kevin a expliqué comment il avait passé des mois à tout planifier, depuis l'achat de divers outils, l'alimentation de pensées dangereuses, jusqu'à l'orientation de son attention malsaine vers les enfants, vivant à proximité comme cible potentielle. Il a admis que son projet ne se limitait pas à faire du tort à Jamie, mais incluait également des fantasmes extrêmement déviants, tels que disposer des éléments liés à l'affaire sur une table dans un geste profondément troublant, conserver certains objets pendant plusieurs jours et même envisager des moyens de dissimuler toute trace restante. Cette déclaration a laissé sans voix même les enquêteurs les plus expérimentés et est devenue une preuve capitale et irréfutable dans la procédure judiciaire. Après son arrestation, Kevin a été officiellement inculpé pour avoir provoqué une perte tragique d'une gravité extrême. Et le procès devant jury a débuté le 19 février 2008 sous le regard attentif de toute la nation. Dans l'attente de voir comment la justice serait rendue pour Jamie Rose Bolin. D'accord. Marc, vouliez-vous parler ? Venez plus près de moi. Eh bien, voici l'oncle de Jamie Rose Bolin, Marc Chilez. Marc, dites-moi moi aussi qui ce que vous voulez dire. Eh bien, nous sommes simplement satisfaits du verdict, nous. Je ne pensais vraiment pas que nous aurions un problème pour obtenir un verdict de culpabilité sur cette partie-là. Maintenant, la partie difficile du procès commence. Et c'est le point le plus important que nous ayons. Pourquoi ? Quelle inquiétude avez-vous ? Eh bien, nous voulons la peine de mort et c'est difficile pour les gens de prendre une telle décision, vous savez. Je veux dire, pour n'importe qui, j'espère donc qu'ils le feront aussi rapidement qu'ils l'ont fait pour cela. Pourquoi pensez-vous qu'il sera difficile, dans cette affaire, de condamner Kevin Underwood à la peine de mort ? Je pense que c'est difficile, dans n'importe quel cas, pour les gens de décider de la vie d'autrui. Mais je pense que, vous savez, je ne crois pas que ce sera difficile pour les gens dans cette affaire-ci, parce que c'était tellement horrible, des choses qui sont sorties dont je n'avais même pas connaissance pendant le procès. La défense a fait allusion à l'existence sombre de Kevin Underwood, ils ne pouvaient pas en parler. Maintenant, ils vont en parler lors de la phase de détermination de la peine. Pensez-vous que cela influencera les jurés à lui accorder la prison à vie ? Non, vraiment pas. Je pense qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait. Je pense qu'il le savait, vous savez. Je ne pense pas que cela relève d'une maladie mentale ou de quoi que ce soit de ce genre. Je pense que c'était simplement une personne malfaisante. Et c'est tout, c'est un animal. Quelle a été votre réaction immédiate lorsque vous avez entendu le verdict ? De la joie, c'est ce que nous voulions et c'est ce que nous avons obtenu. Et j'espère que nous obtiendrons la même chose lors de la phase concernant la peine de mort. Vraiment ? Alors, Marc, vous avez assisté à chaque aspect de ce procès. Êtes-vous content de l'avoir fait ou est-ce quelque chose qui va vous hanter profondément à l'avenir ? Il y a des choses auxquelles je n'ai pas assisté, que je ne peux pas supporter. J'ai un souvenir de ma nièce et c'est ce que je veux garder. À travers les États-Unis, et l'affaire est rapidement devenue un sujet de débat majeur. Des spécialistes en criminologie ont analysé le danger latent représenté par des individus qui paraissent repliés sur eux-mêmes, tout en nourrissant des fantasmes gravement déformés. Des parents de plusieurs États ont exprimé leur inquiétude. Si cela a pu arriver à Purcell, cela peut arriver n'importe où. La communauté locale a pleuré, fait son deuil et exprimé sa colère face au fait qu'un voisin inquiétant soit passé inaperçu, tandis que le reste du pays voyait dans cette histoire un avertissement.
même dans les quartiers les plus paisibles. Le danger peut exister en silence. De cette réalité douloureuse, une même leçon s'est imposée à tous. Faire confiance à son instinct. Prêter attention aux signes inhabituels, car parfois, un regard étrange ou un comportement atypique peut être la clé pour sauver une vie. Au tribunal, l'accusation a présenté le rapport du médecin légiste indiquant que Jamie avait perdu la vie à la suite d'une atteinte respiratoire sévère combinée à des impacts importants sur certaines zones de son corps. L'examen révélait également que son corps avait subi des contacts physiques anormaux, témoignant d'agissements fautifs prolongés. Des experts médico-légaux ont confirmé l'existence d'éléments démontrant une atteinte grave à son intégrité personnelle. À eux seuls, ces constats suffisaient à établir la responsabilité pénale de Kevin Underwood. Toutefois, la preuve qui a réduit la salle d'audience au silence fut l'enregistrement vidéo de près de 2 heures de ses aveux. Dans cette vidéo, Kevin décrivait en détail sa préparation, le déroulement des faits et même les pensées sombres qu'il nourrissait depuis des mois. Il n'y avait ni dénégation ni hésitation. Face à un tel ensemble de preuves accablantes, la défense se trouva presque démunie, ne cherchant pas à démontrer l'innocence, mais avançant un seul argument. Kevin souffrait d'un trouble mental et devait, selon elle, être condamné à la réclusion à perpétuité plutôt qu'à la peine la plus sévère prévue par la loi de l'État. Le 28 février 2008, le jury mit moins d'une demi-heure pour rendre son verdict. Kevin Underwood était reconnu coupable au plus haut degré de la perte tragique de la victime. Un peu plus d'une semaine plus tard, le 7 mars, et ce même jury fixa la peine maximale autorisée pour cette infraction. Pendant les 18 années suivantes, Kevin fut détenu dans une unité spéciale réservée aux personnes purgeant des peines particulièrement lourdes. Il déposa de multiples recours, demandes de réduction de peine et requêtes en grâce, toutes rejetées. Finalement, le 19 décembre 2024, jour de son 45e anniversaire, la sentence fut exécutée conformément au règlement de l'État de l'Oklahoma, sous la supervision des autorités compétentes. Dans ses dernières paroles, Kevin présenta des excuses à la famille de Jamie, reconnaissant qu'il méritait d'être tenu responsable de ses actes, mais quelques instants plus tard, il se plaignit que l'exécution de la peine, le jour de son anniversaire, causait une détresse émotionnelle à sa propre famille. Certains témoins présents ont déclaré que, même à cet ultime instant, ils n'avaient toujours pas réellement compris la souffrance endurée par la famille de Jamie pendant près de 2 décennies. Bien que je ne veuille pas mourir, je reconnais que j'ai bénéficié d'un temps de parole limité à 20 minutes. Kevin Underwood a parlé moins de 3 instants plus tard. Le Conseil de grâce et de libération conditionnelle, composé de 3 membres, a refusé la clémence. Underwood a violé et assassiné sa voisine de 10 ans, Jamie Rose Boland, à Purcell en 2006. Les procureurs affirment qu'il s'agissait d'une fantaisie sexuelle et cannibale préméditée, un complot de 2 mois qui incluait l'achat d'un bac en plastique pour son corps et d'un attendrisseur de viande. Les personnes présentes ont écouté les procureurs rejouer sa confession atroce et dénuée d'émotion. Vous pourriez penser que nous l'avons planifié chez nous principalement parce que c'est plus facile à saisir et plus facile à faire disparaître, ensuite plus petit. Mais je voudrais présenter mes excuses à la famille de la victime, à ma propre famille et à toutes les personnes présentes dans cette salle aujourd'hui. Les détails horribles de ce que j'ai fait. La sœur aînée de Jamie était présente lors de l'exécution de la sentence imposée par l'État et, en larmes, elle a déclaré « Cela ne ramènera pas Jamie, mais au moins cela permet au processus de guérison de commencer une déclaration empreinte à la fois de douleur et de soulagement, alors que la justice était enfin rendue après près de 2 décennies d'attente. Jamie Rose a été inhumée aux côtés de sa mère. Décédée en 2023, une mère qui avait porté un chagrin sans fin après la perte de sa fille et ne s'était jamais remise de cette tragédie, reposer côte à côte est devenue leur ultime réunion. Une mère et son enfant enfin réunis, après des années marquées par la souffrance et le deuil. Je n'ai pas dormi depuis des semaines, je ne sais pas ce que c'est. Vous savez, je ne sais plus qu'est-ce que c'est que de dormir ces derniers temps. Surtout cette dernière semaine et demie, je sais que beaucoup d'entre vous ont dit avoir du mal à se souvenir des moments joyeux avec Jamie et des bons souvenirs que vous avez.
Pouvez-vous y revenir maintenant ? Je n'ai jamais eu de difficulté à me souvenir des moments joyeux. C'est la meilleure partie, c'est ce qui nous a permis de tenir, se souvenir de ces moments-là. Et c'est la seule chose qui nous a maintenus unis. Il y a un moment en particulier auquel je reviens toujours. Et Curtis dort sur le canapé, il a le t-shirt enlevé et elle est allongée sur son dos. Elle n'a qu'une couche. Et ils sont tous les deux tournés dans la même direction et elle est juste sur son dos, profondément endormie. Et c'est juste comme, vous savez, un père et sa fille, là, en train de dormir, c'est ce dont je me souviens. C'est ce que nous espérons vraiment retrouver, simplement se souvenir des bons moments et laisser les mauvais derrière nous. Comme, vous savez, ça ne sera jamais terminé pour nous, mais au moins, peut-être que nous pourrons obtenir une certaine forme de clôture maintenant. Et le savoir dans toute la famille quand le jury est revenu et que j'ai remarqué le regard d'un juré. La famille a presque entendu dire « Je suis désolé » et je l'ai vu croiser à nouveau son regard. Et juste avant le verdict, ma phrase était « J'ai vu les regards de certains jurés tout au long de la procédure. Et je savais que c'était ceux qui allaient être de notre côté dès le début. J'étais dans cette partie frustrante de ce procès, l'attente, oui, le fait de ne pas pouvoir y arriver, continuer, commencer, et puis une fois encore, être assis ici à attendre le verdict. Et je ne sais pas combien d'heures, c'était 8, 9 heures, 8 heures plus tard. C'est long, c'est très long. Qu'est-ce que... Oh là là, qu'avez-vous fait pour passer le temps ? Oh, eh bien, nous avons essayé de la faire parler, ce qui n'est pas une tâche facile. Et l'un d'eux, rien, Curtis a simplement parlé après ça. Vraiment, il est juste venu, c'est la loi. Mais qu'aimeriez-vous dire à Jamie ? Là maintenant, avec... L'histoire de Jamie Rose Boleyn n'est pas seulement la tragédie d'une petite famille de Purcell dans l'Oklahoma, c'est aussi un documentaire de faits criminels réels qui nous oblige à affronter une vérité essentielle. Le danger peut exister au cœur même d'une communauté. Derrière une porte qui semble inoffensive, Jamie, cette fillette de 10 ans aux cheveux roux éclatants et au sourire pur, a été privée de son enfance et de sa vie par une personne qui a exploité sa confiance innocente. De cette douleur naît une leçon fondamentale. Toujours écouter les enfants. Prêter attention aux signaux inhabituels et ne jamais ignorer son instinct lorsque quelque chose semble dangereux. Personne ne peut ramener Jamie. Mais en racontant et en partageant son histoire, nous pouvons empêcher qu'une telle tragédie ne se reproduise pour un autre enfant, que ce récit nous rappelle à tous que l'attention, la vigilance et l'action en temps opportun de chaque membre de la communauté peuvent en sauver une vie. Jamie Rose Boleyn restera à jamais dans les mémoires comme un petit ange ayant quitté ce monde avec un dernier message. Chaque enfant mérite d'être protégé, aimé et en sécurité. Cette vidéo a été réalisée dans un but d'information et de sensibilisation à la justice et à la protection de l'enfance. Sans aucune intention de recourir à des éléments sensationnalistes ou choquants. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout l'histoire de Jamie Rose Boleyn, cette fillette de 10 ans de Purcell, Oklahoma, qui nous a aidés à mieux comprendre la profondeur de l'amour, de la perte et de la responsabilité que les adultes doivent assumer pour protéger les enfants les plus vulnérables. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner et à activer les notifications pour nous rejoindre dans les prochains épisodes de documentaires de faits criminels réels, où chaque histoire se veut une voix pour la justice, pour la protection de l'enfance et pour un monde dans lequel chaque enfant est en sécurité, aimé et entendu.